Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Armas Franco-Room. Pour cette première vidéo en facecam, on va tenter de répondre ensemble à une question que beaucoup de tireurs se posent dans le milieu du tir sportif, à savoir, peut-on acheter un AR-15 quand on est pauvre? C'est parti. Un AR-15, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'armement qui a été développée dans les années 60 par monsieur Eugene Stoner et la société Armalite. C'est la plateforme de base des fusils d'assaut, notamment M16 et M4, qui équipent l'armée américaine et de nombreuses autres armées dans le monde, mais aussi celle du HK416F qui vient remplacer le FAMAS dans l'armée française depuis quelques années. Le gros avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est extrêmement répandue. Elle a été adoptée par l'armée américaine au cours de la guerre du Vietnam il y a plus de 50 ans. C'est donc une arme extrêmement polyvalente sur laquelle on va trouver beaucoup de pièces, qui va être très adaptable et sur laquelle on va pouvoir monter beaucoup d'accessoires, notamment grâce à des rails Picatinny ou des M-LOK. Il y a un peu moins d'une dizaine d'années, un tireur sportif qui était titulaire d'une autorisation de catégorie B avait beaucoup plus de choix en termes d'armement. Pour environ 300 € à ce moment-là, vous pouviez avoir par exemple un SKS en calibre 7,62 par 39, donc le même calibre que la Kalachnikov, et même des VZ58 dans ce même calibre et qui étaient déstockés de l'armée tchèque et qui étaient passés simplement du mode rafale au mode coup par coup. Mais entre-temps, la loi a changé et les armes qui étaient anciennement en rafale et qui ont été passées en semi-automatique sont désormais interdites à la vente, ce qui va considérablement réduire l'offre sur le marché. D'autre part, la crise récente qu'on a connue a considérablement réduit l'industrie mondiale, comme vous avez sûrement pu vous en rendre compte, et forcément le domaine des armes à feu et des munitions n'y a pas échappé. Alors que dans le même temps, la demande d'armes à feu dans le tir sportif ne cesse de croître depuis plusieurs années maintenant. Les VZ58 dans leur jus dont je vous parlais tout à l'heure sont maintenant introuvables. Quant au SKS, leur prix a des fois été multiplié par 2 voire 3. Suite à tous ces chamboulements, le marché des armes d'épaule s'est donc contracté autour des deux plateformes phares dont je vous parlais à l'instant. Ces deux plateformes, Kalachnikov et AR-15, sont les plus répandues du monde. Et ce sont deux concurrents directs, que ce soit sur le terrain militaire ou dans le cadre du tir sportif. Généralement, un tireur qui veut prendre une carabine semi-automatique va se porter vers l'une ou l'autre. En effet, la plateforme des Kalachnikov a de nombreux fabricants à travers le monde. Notamment, on peut trouver des Saiga qui sont originaires de Russie, Kougir, je ne sais pas comment on dit, en Roumanie, ou encore les SDM chinoises qui sont des armes très bon marché. Alors qu'à l'époque, dans nos rêves les plus fous, on avait droit à pléthore de dérivés de Galil, de SIG, de HKG3, de FAL, de VZ et consorts. Alors il y a une chose que vous allez devoir savoir, c'est qu'en l'état, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je publie cette vidéo, vous ne trouverez pas un AR-15 en dessous des 990 € à l'état neuf. Et pour encore plus simplifier les choses, sachez qu'un AR-15 à 990 € en France, donc un AR-15 d'entrée de gamme, correspond à ce que les Américains appellent les AR-15 budget et qu'on va trouver outre-Atlantique pour un prix qui varie entre 5 et 600 $ la pièce. Exactement pareil chez nos amis américains, le prix du marché a considérablement augmenté, que ce soit sur les armes ou sur les munitions. Et même dans le pays des putains de gros flingues, c'est de plus en plus compliqué de trouver de quoi s'amuser. Je vous mets en incrustation sur cette vidéo des screens de ce qu'on peut trouver sur des armureries en ligne françaises pour des armes neuves et leur équivalent aux États-Unis, de la même marque et de la même gamme. Vous voyez là, ça pique. Aux USA, on va aussi trouver beaucoup de ce qu'ils appellent des build, ça veut dire des AR-15 qui sont assemblés directement par des particuliers avec des pièces achetées au détail. Bien évidemment, c'est comme tout, la qualité va varier en fonction de la marque et du matériel qu'on va utiliser. Et cette question, elle va nous permettre d'aborder le point suivant. Est-ce que tous les AR-15 se valent? Évidemment, la réponse est non. S'il y a parfois une différence de l'ordre du simple ou quadruple entre un AR-15 de marque DPMS ou Anderson et un AR-15 de chez Daniel Defense ou Schmeisser, ça va être évident que la qualité des deux derniers sera bien meilleure. Les armes sont mieux finies, le confort de tir n'est absolument pas le même, l'usure et la fiabilité également. C'est d'ailleurs pas un hasard si le Mark 18 de Daniel Defense a équipé certaines unités des forces spéciales de l'armée américaine. Parce que comme l'aurait dit le regretté Michel Audiard, le prix s'envole, la qualité reste. Et pour avoir moi-même notamment tiré avec le HK416F quand j'étais encore militaire d'active, je peux vous dire que la qualité avec un AR-15 budget est incomparable. L'un va être fait pour équiper un soldat qui part à la guerre dans des conditions d'engagement extrêmement difficiles, avec des périodes de tir souvent soutenues, prolongées. L'arme va passer de main en main pendant des années et des années
Elle va encaisser des dizaines de milliers de cartouches, des sessions de tir parfois soutenues, tandis qu'un AR-15 budget fabriqué pour le marché civil va être conçu pour aller au stand de tir et se faire plaisir pour un prix relativement correct. Les fabricants vont donc rogner sur la qualité des matériaux, sur les garnitures, voire sur la solidité générale. Quand je compare le poids, la prise en main générale et la sensation de solidité entre mon Smith & Wesson MP15 et le HK116F de l'armée, ça n'a rien à voir, mais le prix n'a rien à voir non plus. Alors est-ce que pour autant ces armes, ces AR-15 budget, ils sont mauvais? Absolument pas. D'ailleurs pour s'en convaincre, il suffit simplement de lire les avis des utilisateurs, de discuter avec les gens qui fréquentent les stands de tir, ou si on est un peu anglophone, d'aller se balader sur le YouTube US et voir les revues de ces armes pour se rendre compte que ça fait très largement le boulot. Ça reste des armes fiables et relativement précises jusqu'à 200 mètres voire plus si elles sont utilisées et entretenues correctement. Parce qu'on parle quand même d'armes qui valent sur le marché français presque 1000 €. Alors on pourrait se dire, pour pallier à ces prix, on pourrait se tourner vers le marché de l'occasion. Le problème, c'est qu'il est très limité. Même si les armes à feu, c'est comme la voiture, souvent ça décote assez rapidement, vous aurez par définition sur le marché de l'occasion des armes dont les prix et l'usure peuvent être très variables. Pour vous donner un exemple, quelqu'un que je connais de mon entourage avait eu une occasion pour un Mossberg MMR Tactical à 700 €. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 3 ou 4 ans, on trouvait ces fusils aux alentours de 1200 €. Malheureusement, la première fois qu'il a été au stand de tir avec, l'arme ne cyclait pas les étuis. Elle avait de gros problèmes d'éjection. Et après avoir démonté l'arme et l'avoir montré à un armurier, il lui a suffi que d'un coup d'œil pour se rendre compte qu'en fait, la culasse avait été salement endommagée. Le précédent propriétaire rechargeait lui-même ses munitions et il avait, semble-t-il, un peu exagéré sur la charge de poudre, ce qui avait provoqué un gonflement de la culasse et ça l'a rendue tout bonnement inopérante. Elle présentait même un risque d'explosion. Néanmoins, si dans vos recherches vous tombez sur une bonne occasion révisée par un armurier, surtout ne vous privez pas. Il peut arriver que vous tombiez sur une arme qui a très peu tiré et qui était bien entretenue par son ancien propriétaire. Alors moi, qu'est-ce qui a motivé mon choix? Comme j'ai dit plus tôt, j'ai été ancien militaire pendant plusieurs années et j'étais aussi moniteur de tir ISTC. J'étais donc formé et largement habitué à utiliser la munition de 5,56 autant. Je connaissais la sensation au tir, le recul, je connaissais la balistique, je sais ce que ça faisait d'engager des cibles sur des distances variables avec un canon allant de 14 à 20 pouces. Alors pour ceux qui ont du mal à se rendre compte de ce que ça représente, 14 pouces c'est la longueur du canon du HK416 FS et 20 pouces c'est quasiment la longueur du canon du FAMAS, soit 48 cm. 20 pouces ça commence pour un AR-15 à être assez long. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était la version des M16A1 et A2 qui équipait l'armée américaine jusqu'aux années 2010. Il faut savoir que pendant leur développement, la 223 Remington puis la 5,56 autant avaient été développées pour avoir une balistique optimale sur des canons de 20 pouces. Les avantages qu'avait le FAMAS de par sa configuration bullpup, donc avec le chargeur à l'arrière, c'est qu'il permettait d'être très compact sans avoir à rogner sur la taille du canon et donc derrière sur la distance d'engagement et l'efficacité de la cartouche. Mais pour ça, on verra plus tard. Pour autant, malgré tout, les AR-15 à la base, ils ne s'étaient pas présentés à moi comme le premier choix de départ. On était à ce moment-là en 2017 et rappelez-vous, je vous disais qu'à ce moment-là, les prix sur le marché étaient encore très intéressants pour un tireur qui avait peu de moyens. Et surtout, si on partait sur une VZ58 ou sur un SKS de surplus militaire, on avait accès aussi à des munitions qui étaient très peu chères et extrêmement corrosives. Si on nettoyait pas son arme, ça faisait pas. Et à ce moment-là, comme aujourd'hui, je roulais pas sur l'or. Même si j'étais sous-officier, ma solde mirobolante de 1500 €, j'aurais bien aimé avoir la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours, mais ma banque voulait pas. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Ma première idée, c'était donc de partir sur une arme de cette gamme-là, VZ ou SKS, parce qu'elles étaient réputées plus précises qu'une AK 47 ou une AKM en 7,62 par 39. Et puis surtout, on pouvait quand même les customiser en rajoutant des rails, notamment Picatinny, pour mettre des points rouges. On pouvait changer la crosse sur la VZ, etc., etc. Alors que je sillonnais les armureries à la recherche de mon bonheur, un armurier m'a mis au hasard un AR-15 entre les mains. Et c'était pas un AR-15, c'était 7 AR-15. Autant vous dire que de suite, ça a été le coup de foudre. Compact, léger, maniable, j'avais l'impression d'avoir un jouet entre les mains. Mon choix s'est alors porté rapidement sur cette arme que j'ai eue à l'époque pour 995 €.
La mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est que les Smith & Wesson MP15 Sport 2, exactement le même modèle, sont très difficilement trouvables à l'état neuf et souvent leur prix va s'élever aux alentours de 1 200 €. La bonne nouvelle par contre, c'est que d'autres marques ont pris le relais et les tireurs sans le sou comme moi, désireux de s'offrir un AR15 pour moins de 1 000 € pourront trouver leur bonheur, notamment vers des marques telles que Anderson, DPMS, Widam Weaponry, etc., etc. Alors je voudrais faire une mention spéciale à Widam Weaponry parce qu'en parcourant les forums de discussion américains, et c'est une référence quand on parle d'AR15, que la qualité de fabrication soit extrêmement bonne pour une arme de ce budget-là. A priori, cette marque, la qualité se rapprocherait plus d'un AR-15 standard que d'un AR-15 budget. Donc on serait plutôt dans une gamme comme ce que peuvent proposer Colt, du moins à l'époque où ils faisaient encore des AR-15, mais pour un prix extrêmement bas. Mais surtout, n'hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de votre stand de tir et des gens qui le fréquentent. N'hésitez pas non plus à aller voir votre armurier local. Souvent, les bonnes affaires en occasion ne restent pas très longtemps. Et il arrive fréquemment que des armuriers qui n'ont pas forcément une grosse visibilité sur Internet puissent vous dénicher des petites pépites à un prix qui défie toute concurrence. Maintenant qu'on a vu pour les fusils en tant que tels, on va voir ce qu'il y a autour de l'arme. Parce que c'est pas le tout d'acheter une carabine, un fusil. Le but derrière, c'est d'avoir les munitions pour se faire plaisir avec, et puis surtout les servitudes qu'il va y avoir. On parle de quoi? On parle des optiques, on parle des chargeurs et on parle des différents accessoires qui vont pouvoir agrémenter ou augmenter notre confort de tir. On va parler du plus important maintenant, les optiques. Alors que ce soit pour des organes de visée métalliques, que ce soit pour un point rouge ou que ce soit pour une lunette, évitez d'acheter des bricoles au rabais. Simplement parce que vous allez gaspiller de l'argent pour rien et qu'elles ne tiendront pas le calibre. Si pour autant vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie de vous prendre un point rouge ou une lunette de visée, c'est pas grave, un carry handle de M16 ou les Magpul M-Bus feront très largement l'affaire. C'est d'ailleurs ce que j'ai de base sur mon fusil. Si toutefois vous voulez acheter un point rouge ou une lunette, vous avez énormément de choix qui vont s'offrir à vous. En tout état de cause, quel que soit votre choix, je vous conseille très vivement de garder les organes de visée de base soit montés sur votre arme, soit directement à portée lorsque vous allez au stand de tir. On n'est jamais à l'abri d'une panne, on n'est jamais à l'abri d'une casse, on n'est jamais à l'abri que l'optique se fissure ou que l'aluminium qui compose la lunette se boursoufle ou prenne un coup. Et pour les accessoires qui utilisent des piles ou une source d'énergie diverse, on n'est jamais à l'abri d'une panne ou tout simplement d'un manque de batterie. Alors ces optiques, exactement comme pour les armes, elles vont être de qualité extrêmement variable et extrêmement différente en fonction du prix, en fonction de la marque. Si vous en avez les moyens, vous pouvez partir sur des marques de qualité entre guillemets militaires telles que Trigicon, qui est connu notamment pour la COG, EOTech ou M-Point. La plupart d'entre vous connaissez sûrement déjà ces marques. Ils sont extrêmement présents dans les jeux vidéo ou dans les films et pour cause, c'est ceux qui ont équipé notamment l'armée américaine, mais aussi qui équipent l'armée française avec les HK416. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, vous êtes un immense prolo et que vous voulez vous équiper pour de la qualité correcte à pas cher. Donc on est entre gens pauvres, on ne va pas s'amuser à mettre plus cher dans une optique que dans la carabine. On va donc aller se rabattre sur des optiques de milieu de gamme. Quand on gratte un peu et quand on cherche un peu sur Internet et dans les stands de tir, vous avez quelques marques qui arrivent à ressortir. On peut citer Vortex, qui est une marque extrêmement répandue et très appréciée dans le milieu du tir sportif. Certaines unités de l'armée et de la police l'utilisent d'ailleurs. Cette marque propose une gamme extrêmement vaste, que ce soit en lunettes ou en point rouge. Alors Holosun était assez déprécié jusqu'à il y a peu de temps et il semblerait que leur gamme est montée en qualité. Vous pouvez notamment la voir sur la chaîne de Polynar Tactical sur une compétition de tir assez rude dans des conditions difficiles en Pologne. Et Point Rouge a l'air de s'en sortir avec les honneurs. On peut aussi citer la marque Primary Arms qui est un petit peu moins présente en France mais assez appréciée aux États-Unis, notamment pour sa gamme Prism en x3 qui est une sorte d'ACOG du pauvre. Dans une moindre mesure, vous avez aussi la marque Sightmark, qui est une entreprise américaine qui fait sous-traiter en Chine pour des raisons de prix, et donc forcément ça se ressent à l'achat. Alors jusqu'à présent, moi j'avais un point rouge de la marque Vortex, c'était le modèle Crossfire avec le point rouge 2 MOA. Donc 2 MOA, ça correspond à la taille du point rouge, et c'est équivalent à la taille du point rouge que vous allez retrouver chez M-Point. La visée tunnel est aussi relativement proche de ce qu'on peut trouver dans cette marque. Alors moi j'aimais bien ça parce que ça permettait d'engager des cibles à courte distance et surtout je connaissais déjà l'M-Point pour avoir travaillé avec dans un cadre professionnel. Du coup je vais le retrouver à peu près les mêmes sensations. 2 MOA c'est très fin, ça permet une bonne précision en cible et surtout une capacité de visée très rapide, surtout à courte distance. Et celui-là, vous allez le trouver en entrée de gamme, je crois que c'était 169 €. Je l'avais payé 169 €, donc c'est un prix très correct pour quelque chose de qualité, ma foi, qui n'a pas à rougir.
Ce type de point rouge va correspondre parfaitement à des tireurs qui veulent tirer en dessous de 100 mètres et qui ne veulent pas faire de la grande précision. Au-delà, on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus pointu et d'un petit peu plus peaufin. Néanmoins, si vous avez un point rouge, vous pouvez toujours augmenter la distance de tir et votre précision en y ajoutant un magnifieur. Un magnifieur, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de zoom que vous allez attacher à l'arrière de votre point rouge et qui va présenter un grossissement généralement entre x3 et x6 pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir engager des cibles à plus longue distance. Alors l'avantage du magnifieur, c'est que ça va être basculant. Si vous n'en avez pas besoin, vous le clipsez. Si vous en avez besoin, vous le déclipsez, vous le mettez en face de votre optique. Ça prend une demi-seconde et ça, c'est vachement pratique. Si à l'inverse, vous recherchez la précision ou vous voulez faire de super cartons à plus de 200 mètres et voire 500-600, d'une part, je vous conseille de prendre un AR-15 avec un canon relativement long. Au moins 18 pouces, 20 pouces c'est l'idéal, histoire que vous puissiez exploiter au maximum le potentiel. D'autre part, vaut mieux s'orienter vers une lunette avec un grossissement assez fort. Alors si vous n'avez pas les moyens d'aller chez Leupold ou Schmidt & Bender, la gamme Viper de chez Vortex est excellente. Pour le prix, c'est nickel. Personnellement, j'avais essayé sur une carabine en 308 il y a quelques années. Et je peux vous dire qu'à 600 mètres, même sans être un tireur d'élite, vous pouvez faire une Guillaume Tell et taper une pomme sans problème. Alors de mon côté, j'ai décidé de couper la poire en deux et de partir sur une LPVO. Le LPVO, ça veut dire quoi? Low Powered Variable Optique. Paye ton accent anglais. Le gros avantage de ce support, ça va être que vous allez pouvoir régler votre zoom. Donc là, en l'occurrence, c'est de 1 à 4. Maintenant, vous avez des modèles, notamment chez Vortex d'ailleurs, qui proposent d'aller jusqu'à 8 voire 10 de grossissement. Pour moi, ça n'avait pas grand intérêt parce que je tire à 200 mètres maximum. Alors on va mettre les gants en latex pour éviter de se pourrir les petites mimines. Et la première chose à faire avant tout, c'est de vérifier que mon arme est bien vide pour des raisons évidentes de sécurité. Et on rabat la culasse. Alors maintenant on rentre dans le vif du sujet, cet AR-15. Alors il est fait aux États-Unis. La particularité des fusils faits aux États-Unis, c'est que le canon, comme vous pouvez le voir ici, est éprouvé 5,56 au temps. Il bouffe les cartouches du FAMAS, testé et approuvé. Donc c'est une arme relativement que j'ai voulu relativement simple parce que, à mon sens, la simplicité c'est la fiabilité. Plus vous allez rajouter des systèmes différents et des servitudes sur une arme, plus vous allez rajouter d'accessoires, plus il y a de risque que il casse. La crosse, j'ai gardé la version classique. Vous remarquez que j'ai mis du strap un peu partout, donc ça c'est du strap camouflé autocollant. Alors bon, c'est pas pour faire le Ninja Tactical, en fait c'est pour des raisons de confort. Plutôt que de changer la poignée pour prendre quelque chose de plus ergonomique, en fait ça va me faire une petite couche un petit peu matelassée. C'est sympa à prendre en main et surtout en fait à la base moi j'en avais mis sur la lunette et le truc c'est que ces lunettes là elles sont en aluminium. Le problème de l'aluminium c'est que c'est forcément très fragile et sensible au choc. Du coup j'avais mis ça à la base pour protéger et puis en fait j'étais parti sur ma lancée, il me restait du strap. Du coup je me suis dit bon bah écoute, je vais personnaliser un peu mon flingue, je vais faire comme les geeks sur Counter Strike et sur Call of qui mettent des skins différents sur leurs armes. Plutôt que de changer par exemple de poignée, j'ai quelque chose de plus ergonomique, vous voyez, j'ai un grip plus agréable à prendre en main. Ici ça va être pareil, comme dit ça protège aussi l'arme des chocs et des chutes. Donc voilà, ma sangle, c'est un truc d'airsoft qui doit coûter dans les 10 balles. Honnêtement, c'est pas la top qualité. Pour le stand de tir, ça va bien, mais je pense que si je venais à changer, je prendrais quelque chose de chez Magpul. Magpul, c'est de la très bonne qualité. C'est notamment le garde-main que j'ai là. La poignée garde-main, elle vient de chez Magpul. C'est le modèle MOE avec des rails M-Lock. Donc sur ces rails M-Lock, j'ai fixé justement mon attache de sangle qui vient de chez Magpul également. Magpul, c'est un très bon rapport qualité-prix. Pour vous donner un ordre d'idée, cette poignée garde-main là, une accessorisation qui est possible grâce au rail M-Lock. Donc derrière, on va pouvoir mettre du Picatinny pour les lampes, pour éventuellement les poignées, pour les attaches de sangle et compagnie. Ça coûte pas cher. Je crois que de mémoire, je l'avais payé 40 € celle-ci, donc vraiment pas cher. Des fois, ça peut monter jusqu'à une centaine d'euros pour certaines marques. Donc M-Lock, très bon rapport qualité-prix. Ensuite, ma lampe, donc ça c'est un cadeau d'un ami. Donc c'est une lampe Phoenix LG qui est très simple, très basique. Voilà, on appuie, ça fait de la lumière, on est content.
Alors la lampe, pourquoi je l'ai mise là? Généralement, on va trouver plutôt les lampes sur le côté, là, sur ce côté du rail. La fixation de mon rail que j'ai ici, donc il y a un rail Picatinny pour pouvoir adapter la lampe, enfin le support de lampe. Et ben ce rail, en fait, la fixation M-Lock, donc qui vient normalement s'enchasser là-dedans, ne permet pas après de solidariser les deux parties là. Au final, je l'ai mis là, ça me convient bien, quoi. C'est assez confortable à tirer, c'est assez agréable. Et ma sangle, je l'ai mis bien en avant, le plus en avant possible, justement pour pas qu'elle vienne me gêner quand je fais ma manipulation au niveau du chargeur et du boîtier de culasse. J'ai attaché, donc non pas sur le crochet là, j'ai pas une confiance absolue dans ce crochet. Et c'est un peu moins confortable. Ici, ça tient mieux. J'ai moins de risque de casse et puis c'est plus facile, plus instinctif après pour élever mon arme. Vous voyez ici, j'ai mis du gros Chatterton comme un gros barbare. C'est dégueulasse, mais au moins ça tient, quoi. Ça solidifie un peu l'ensemble, ça évite que la sangle se fasse la malle. Les servitudes dont je vous parle à l'instant, donc vous l'avez ici, le sélecteur de tir qui va aussi faire office de sûreté. Donc là je peux pas la mettre parce que l'arme n'est pas, le système n'est pas armé, d'accord, le système n'est pas armé. Ici, bah, classique, hein, pour ceux qui connaissent les AR-15, les 416, les M16 et compagnie. Vous avez ici le levier d'armement. Et là, mon cache-poussière, mon desk cover. Donc ça, c'est pas mal. Vous verrez quand je fais mes manipulations. Voilà. Juste à tirer légèrement la culasse en arrière pour qu'il s'ouvre. Là, j'ai accès à ma culasse. Donc comme vous voyez, les commandes, elles ne sont pas ambidextres. La plupart des AR-15 que vous trouverez sur le marché, les commandes ne sont pas ambidextres, à part certains. Je crois que Verne & Caron, par exemple, le VCD15, de base, toutes les commandes sont ambidextres. Et même globalement, quand vous allez sur des AR de qualité supérieure, généralement, les commandes, elles vont être ambidextres. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, pour moi, c'est que je suis droitier. Donc j'ai besoin de rien changer. Si j'avais dû changer quelque chose dessus, ça aurait peut-être été ce sélecteur. Vous voyez, je ne peux pas le commander d'ici. Et en fait, ça c'est une habitude que j'avais pris avec le HK416. C'est que, en gros, quand j'étais en session de tir, pour enlever la sûreté, je la commandais ici. Et j'avais chopé cette habitude-là. Du coup, ça a été un coup à reprendre. Mais bon, on s'y fait très facilement, il n'y a pas de souci. Là, j'ai mon bouton de déverrouillage de chargeur. Le gros avantage, c'est de ne pas l'avoir en ambidextre. Ça, c'est un problème que je rencontrais aussi, que j'ai eu rencontré plusieurs fois sur le HK416. C'est qu'il y avait aussi un bouton de commande de déverrouillage de chargeur là pour les gauchers. Le problème, c'est que quand on le portait contre l'équipement, avec le gilet pare-balles, avec tout le matos, les porte-chargeurs, etc., ça pouvait arriver des fois, souvent en courant ou en faisant des trucs un peu de ninja. Le chargeur il se barrait tout simplement, ça libérait le chargeur, il tombait à nos pieds, il finissait dans la merde ou dans le sable. Et encore ça c'est si on s'en rendait compte, parce que dans le feu de l'action des fois on pouvait même ne pas s'en rendre compte et on se retrouvait avec le chargeur à 25 mètres derrière nous et il nous restait plus qu'une cartouche en chambre. Donc quand ça t'arrive sur le pas de tir, ça va, c'est pas méchant. Quand ça t'arrive en combat, heureusement là pour le coup on est dans le cadre du tir sportif, mais pour les militaires et les forces de l'ordre qui nous écoutent, ou pour ceux qui ont l'occasion de faire des stages un petit peu péchus ou un petit peu sympa, c'est un truc à prendre en compte ça. Mon canon c'est un 16 pouces. Alors le 16 pouces c'est pareil, la plupart des AR-15, notamment des AR-15 budget que vous allez trouver, ça va être du 16 pouces. Je trouve que c'est pas mal, c'est un bon équilibre si vous voulez entre une balistique qui va être intéressante pour de la précision et pour du tir sur des distances un petit peu éloignées. Mais au niveau maniabilité et au niveau poids et encombrement, on va être quand même plus facilement maniable que sur une espèce de canne à pêche style M16A2. La crosse télescopique à 6 positions. De base, c'est celle-là aussi, j'ai rien changé à ce niveau-là. Donc on peut la régler en fonction de sa taille. C'est sympa, c'est agréable, ça fait plaisir. Et on va finir par les organes de visée. Donc ça, c'est la lunette dont je vous parlais. Donc une Sightmark Core TX avec le réticule DCR. Le réticule DCR, c'est le réticule en croix. Voilà. Avec un grossissement variable de 1 à 4
grâce à cette petite bague que vous avez là. Il y a juste à tourner. Alors vous avez aussi des attaches rapides que vous pouvez mettre pour changer des petits leviers que vous pouvez installer pour changer le zoom plus facilement. À 4, ça ne rendra pas des masses ici. Et pour vous donner un ordre d'idée, forcément, vous avez remarqué que plus on va zoomer, plus la vision périphérique dans l'optique va se réduire, c'est normal. Ici en x1, en gros c'est quasiment comme un point rouge si vous voulez. Bon, c'est un poil moins clair mais c'est quand même très clair. Vous voyez, il y a très peu de parallaxe. Alors que quand on est en x4, il va falloir être bien en face, quoi. Vous voyez qu'on voit à travers ma lunette le guidon, mais ça pose pas de problème outre mesure au tir. Et en x4 il disparaît totalement. Ça c'est l'avantage. L'autre avantage, comme je vous le disais, c'est qu'elle fonctionne avec et sans pile. J'ai plusieurs niveaux d'intensité et de couleurs. Point rouge. Ou vert. Voilà, donc typiquement en optique, évitez ce genre de truc. Vous voyez, il n'y a pas la marque, alors ouais c'est un peu joli, enfin ça ressemble à un endpoint, ça fait un peu qualité costaud et compagnie avec le petit attache Picatinny. Bon, typiquement ça vaut rien quoi. C'est un truc que j'avais dû le payer 20 ou 25 € en occasion. Il m'a tenu littéralement 3 cartouches avant de péter. Le bouton il tient plus, c'est de la merde, c'est que dalle. Faites-vous l'économie de 25 € ou montez-le sur une 22 long rifle ou sur un airsoft, ça fera rien de plus. Alors ensuite pour les chargeurs, moi j'ai deux marques différentes. Donc j'ai un PMAG génération 3 de chez Magpul avec la petite fenêtre qui permet de voir le nombre de munitions restantes, et un Exmag. Exmag, donc là pareil j'ai mis du strap, mais vous voyez il y a une petite couche quadrillée comme ça pour avoir une bonne préhension. Et la planchette élévatrice orange, vous voyez, donc on voit rapidement quand on est en fin de chargeur. Et pareil, ça il y a plusieurs couleurs disponibles. Alors dans le cadre du tir sportif, c'est pareil, hein, il n'y a pas d'intérêt à ça. Après peut-être plus dans un cadre professionnel pour voir où on en est de sa consommation de munitions, ou si on a des cartouches différentes, bon ça peut éventuellement être intéressant pour les forces de l'ordre ou les militaires. Et pour les PMAG, donc il y a des Gen 2 et des Gen 3. Les Gen 2 sont un peu moins chers, je sais pas trop la différence entre les deux. Les PMAG, l'avantage c'est qu'ils sont livrés avec un petit bloqueur de planchette élévatrice comme ça. Donc ça permet en fait, quand vous les gardez stockés un long moment, de ne pas déformer les lèvres du chargeur. Vous voyez, ça évite que ça repose pas directement contre les lèvres du chargeur. Deux bons chargeurs, avec une préférence pour le PMAG. Brownells vend aussi des chargeurs en aluminium type M16 de 30 cartouches pour à peu près une quinzaine d'euros. Au niveau de la qualité, je sais absolument pas ce que ça vaut. Et en écumant internet, les chargeurs DR15 les moins chers que j'ai trouvés. Maintenant concernant la capacité des chargeurs, en fait la loi prévoit le fait que vous puissiez acheter des chargeurs de 30 cartouches, mais vous n'avez pas le droit de les monter sur vos armes, sinon votre arme passe directement en catégorie A. Donc en fait, si vous achetez des chargeurs de 30 cartouches et que vous voulez les utiliser au stand de tir, il va vous falloir les bloquer à 10 cartouches. Donc c'est quelque chose qui est facile à faire, en fait vous démontez le chargeur et vous avez juste à mettre une petite cale à l'intérieur pour pouvoir bloquer vos chargeurs à 10 cartouches et pouvoir les utiliser légalement. Et pour commencer le tir en étant un petit peu à l'aise, environ 200 € de cartouches si vous prenez de la cartouche de 23 Remington 55 grains standard. Donc là c'est de la Cellier Bello. Après vous avez la Geco aussi qui est à peine plus élevée. Vous pouvez avoir de la Fiocchi, vous pouvez avoir de la GGG. Ça c'est les marques on va dire les plus répandues. Sachant que la plupart des armuriers font des tarifs dégressifs, ça veut dire que plus vous achetez de cartouches et moins le prix sera élevé à l'unité. Voilà, c'est de 23, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, rien d'exceptionnel. C'est pas pour faire de la très haute précision, donc ça fait largement le boulot pour tirer sur du carton, vous voyez. Et n'oubliez pas surtout que vous êtes limité par 1000 cartouches et par arme, et que vous êtes limité par l'achat de 2000 cartouches sur un an. Alors si c'était à refaire aujourd'hui, si je devais me refaire un AR-15 en 2021 avec le marché actuel, très certainement que je m'orienterais vers un Windham Weaponry plutôt qu'un Smith & Wesson. Comme je vous l'ai dit, les Smith & Wesson ils ont pas mal élevé en termes de prix.
Donc pour une qualité légèrement supérieure, on peut avoir quelque chose de moins cher actuellement. Si je devais me reprendre une lunette, peut-être que je reprendrais pas celle-ci, vous voyez, peut-être pas que je reprendrais une LPVO. Je m'orienterais plutôt vers une optique type prisme à grossissement fixe de x3. C'est peut-être un peu plus rustique, un peu plus costaud que ça, vous voyez, il y a encore moins de réglages si vous voulez, c'est encore plus simple. Logiquement, c'est encore plus fiable. Ensuite, pour les chargeurs, je resterai sur ces deux marques. Hein. Peut-être même que j'aurai éventuellement uniquement du Pimag. Par curiosité, j'achète très bien un chargeur métallique de chez Bronels juste pour voir la qualité et me rendre compte un peu de ce que ça vaut. Et honnêtement, même si je voulais faire le plus simple possible, je pense que je prendrais un AR15 avec une carry handle de M4 pour vraiment avoir un truc ultra simple, ultra basique, qui tombe pas en panne et qui fait largement le boulot et qui a fait le boulot sur toute la gamme des M16 et des M4 quasiment jusqu'aux années 2000, vous voyez. Avec une bonne sangle, une sangle de meilleure qualité et la lampe Phoenix qui fait très largement le boulot. Rien à redire là-dessus. Je pense que c'est les 3 points sur lesquels je m'axerai. Une bonne optique, fiable et costaud. Une sangle fiable et costaud. Une lampe fiable et costaud. Alors au final, pour combien est-ce qu'on en a avec cette configuration? Donc, comptez déjà 995 € pour la R15 avec de base les organes de visée fixes et le rail Picatinny supérieur. Ensuite, rajoutez 10 € de sangle, une soixantaine d'euros pour une lampe et son support, 350 € pour cette lunette, 100 € pour le montage à attache rapide, sachant que ça c'est pas obligatoire. Pour réduire les coûts, vous pouvez passer sur juste des petites bagues en fait que vous allez venir mettre sur le rail Picatinny pour fixer votre lunette. Moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir une visée un peu plus en avant, ça tombe juste en face de l'œil. Donc voilà, et puis c'est un petit peu plus costaud aussi, j'ai un peu plus confiance en ça plutôt qu'en de simples bagues de serrage. Comptez 20 € pour chaque chargeur. Donc là au total sur cette configuration, à l'état neuf, vous en avez pour à peu près 1755 €. Donc ça fait un bon mois de salaire on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au moment où elle sera publiée, je pense qu'on en sera à une bonne demi-heure de vidéo, donc ça fait déjà un sacré morceau. J'espère que ça aura répondu aux questions que certains d'entre vous se posent quant à l'achat d'un AR15 pour un tarif assez modique. Vous voyez que bon, il faut compter à peu près un mois de salaire, quoi. Donc après ça dépend combien vous êtes payé, mais comptez à peu près un mois de salaire. Donc c'est quand même un investissement. Autant que ça serve à quelque chose, autant que vous achetiez de suite quelque chose de qualité et que vous n'ayez pas à aller vous perdre dans des choses. Au final, vous allez vouloir prendre du cheap, vous allez vouloir faire des petites économies. Au final, soit ça va péter, soit ça va pas marcher comme vous voulez. Prenez quelque chose de bonne qualité dès le départ et vous ne serez pas déçu, quoi. Donc la vidéo était quand même assez longue, je pense qu'elle est relativement complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et la prochaine fois, on se fera un petit test de mon montage AR15 au stand de tir et on verra un peu ce que ça vaut directement sur le terrain. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine.